Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous être fidèles à ce programme Constieka Week News qui parle de la politique africaine. Je suis Constieka. Dans ce programme hebdomadaire, nous allons parler du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Congo et surtout nous irons aussi faire un tour en Égypte. Et à la fin de ce programme, le grand format sera consacré à un jeune et brillant Africain, expert en communication et surtout dans l'art oratoire. Restez les nôtres sur Constieka en Week News. Qu'est-ce qui fait des merveilles? Le président Faure Essossimbaya-Singbe de la République togolaise. Le président togolais s'est envolé pour Abidjan. C'est dans sa résidence du Golfe à Abidjan que son Excellence Alassane Ouattara a reçu son homologue togolais, son Excellence Faure Essossimbaya-Singbe. Au menu de cette rencontre, les problèmes de terrorisme, les sanctions des pays membres de la CEDEAO qui ont décidé de se constituer en AES, le départ du Mali, bien sûr, du Burkina, du Niger, de la CEDEAO. C'est un peu ce qui a rythmé cet entretien entre les deux chefs d'État, celui du Togo, Faure Essossimbaya-Singbe, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Reportage, Raoul Sankoué. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien ce jeudi 16 février 2024 à Abidjan avec son homologue du Togo, son Excellence Faure Essossimbaya-Singbe, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation socio-politique et sécuritaire au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils ont également évoqué la décision de certains pays de quitter la CEDEAO ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays. Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Le président de la République togolaise, en sa qualité de médiateur de la CEDEAO pour le Niger, s'est réjoui de la qualité de l'entretien avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et a encouragé ce type de réflexion et d'échanges bilatéraux, indépendamment des sommets ou des conférences, en vue de trouver des solutions pour un retour à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la sous-région. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons
qu'un dialogue est toujours possible. Ils ont conclu à la nécessité de réévaluer les stratégies de gestion et de résolution de ces crises en privilégiant le dialogue et la concertation. Après cette ambiance conviviale entre les deux chefs d'État, même si les problèmes sont cruciaux, on pense aux problèmes du Burkina, du Mali et celui du Niger, nous allons nous rendre en Égypte. L'Égypte où le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, y a séjourné. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a effectué sa première visite en Égypte en qualité de président de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo, a multiplié des rendez-vous avec des hommes d'affaires, des politiques, pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Reportage Raoul Sankoué. L'honorable Adama Bitogo effectue une visite officielle d'amitié et de travail en Égypte sur l'invitation de son homologue égyptien, le docteur Hanafi Ali Jebali, président de la Chambre des représentants de la République arabe d'Égypte. Du 18 au 20 février, Adama Bitogo aura des entretiens avec des hauts dirigeants égyptiens sur les orientations et mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays. Il s'agit de sa première visite officielle en Égypte en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour cette première journée du 18 février 2024, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, s'est entretenu dans l'après-midi avec le gouverneur du Caire, Khaled Abdel Ahal. Les deux hommes ont échangé sur les divers axes de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Heureux vraiment d'accueillir la délégation du président de l'Assemblée ici au sein du gouvernorat. Nous allons dès maintenant mettre les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le gouvernorat. Les prochains jours, nous allons avoir beaucoup d'échanges, de visites entre les deux délégations et qu'une coopération durable sera installée entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Un film institutionnel a permis de retracer l'historique de la nouvelle capitale administrative du Caire en cours de construction depuis 2015 dans le désert égyptien. Cette visite nous a permis de noter que le Caire comptait plusieurs bidonvilles. Nous avons vu un film qui nous a permis de dire que tout est possible. C'est possible donc de recaser les gens, de reconstruire. Ils ont transformé ces bidonvilles en villes modernes, les quartiers en quartiers modernes. Je lui ai aussi promis que j'en parlerai avec le gouverneur du district d'Abidjan parce que dans une concertation permanente et renforcée entre le district d'Abidjan et les communes, nous devons pouvoir donc trouver la solution au problème des bidonvilles. Dans l'optique de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ainsi que les relations économiques entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a multiplié les réunions avec des investisseurs et plusieurs hommes d'affaires égyptiens. Au cours de cette séance de travail avec les hommes d'affaires égyptiens, il est question de projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de beaucoup de technologies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou du commerce ou de l'investissement. Nous voulons transférer ces expériences de technologie ou cette technologie aux Ivoiriens. Nous souhaiterions que ce genre de relations continuent entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires égyptiens afin d'approfondir les relations et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Avec les dirigeants de la compagnie aérienne Egypt Air, les échanges ont porté sur la reprise des vols de la compagnie Egypt Air entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Dans nos échanges, il nous a donc confirmé de ce que Egypt Air, dans les mois à venir, disons au plus tard au mois de juillet, il ouvrira donc la ligne Egypt Air, donc ce qui permettra d'avoir une fluidité entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le transport est un vecteur de rapprochement, de renforcement des relations. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a par la suite eu un entretien avec le constructeur d'autobus MCV. La mission du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, vise à souligner la détermination des hauts dirigeants des deux pays à continuer de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur et à consolider les liens diplomatiques et économiques.
Voilà qui fait plaisir dans la collaboration entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, surtout de savoir que la compagnie égyptaire reprendra bientôt ses vols. Bravo encore et félicitations au président de l'Assemblée nationale, ce qui nous amène au Congo. Nous allons au Congo, le Congo du président Sassou Nguesso, dont la capitale est Brazzaville, et nous allons ensemble regarder les différentes évolutions et surtout ce qui marque aussi le pas politiquement du côté de ce pays d'Afrique centrale. Au Congo-Brazzaville, c'est vers l'élaboration d'un programme d'accélération, de mise en œuvre du plan national de développement à Brazzaville, en présence du Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné-Makosso. Ce programme de développement ne peut être que profitable pour les populations congolaises. Reportage Raoul Sankoué. Le 7e séminaire gouvernemental a débuté ce lundi 19 février 2024 à Brazzaville en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Le gouvernement entend élaborer un programme d'accélération de la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse sur la base des orientations du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a déclaré ce 19 février 2024 à Brazzaville le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, M. Anatole Koliné-Makosso. Les orientations du chef de l'État autour desquelles vont se structurer nos débats au cours de ce séminaire portent notamment sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026. L'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge de la jeunesse en cette année 2024, décrétée année de la jeunesse. Le besoin d'engager d'importants travaux d'assainissement aux fins de renforcer la résilience urbaine de nos villes. L'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et glissements de terrain. Le Premier ministre congolais Anatole Koliné-Makosso, dans son discours d'introduction, a insisté sur la question de l'employabilité des jeunes Congolais, conformément aux orientations du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Sur la base de toutes ces orientations, nous avons à élaborer un programme gouvernemental d'accélération de la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse, dans un contexte marqué par la précarité des ressources, les turbulences inflationnistes et la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international qui, en principe, arrive à terme cette année. Le programme gouvernemental en élaboration est donc structuré en 4 sous-programmes que sont le sous-programme Pro-Jeunes sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Les particularités de ce 7e séminaire gouvernemental, a rappelé le chef du gouvernement, sont de répondre aux directives et orientations données par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de sa tenue dans un contexte d'année de la jeunesse et à moins 2 semaines de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, convoquée par le président de la République du Congo du 28 février au 2 mars 2024. Les orientations du chef de l'État partent également sur le besoin d'engager d'importants travaux d'assainissement aux fins de renforcer la résilience urbaine des villes du Congo, l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et de glissements de terrain. Bravo comme ça au ministre Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre de la République congolaise, qui est toujours au four et au moulin pour apporter un bonheur aux populations congolaises. Nous allons au Sénégal. S'il est vrai que le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour encore quelques semaines, a été une figure de proue dans l'histoire de son pays, le Sénégal, pour avoir marqué
par un développement peut-être pas visible pour certains, mais qui restera dans les annales de la République du Sénégal. Le président de la République sénégalaise, son Excellence Macky Sall, a reçu M. Leonardo Santos Simão, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Les deux hommes ont eu un entretien chaleureux, comme nous le rapporte ici Raoul Sankoué. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a reçu M. Leonardo Santos Simão, éminent représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Cette rencontre a permis d'aborder en profondeur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine, ainsi que la situation politique au Sénégal et les récentes évolutions politiques nationales. Nous avons salué tous les efforts en marche pour préserver la paix et la stabilité du pays. C'est vrai que la situation est complexe et délicate, mais il faut toujours faire des efforts pour préserver la paix et la stabilité du pays. Le Sénégal, c'est un pays très important, pas seulement pour la région, mais aussi pour le continent, l'Afrique, parce que c'est un pays qui a su toujours à trouver des moyens sages pour surmonter les défis politiques du pays. Et ça inspire d'autres pays, à savoir que c'est toujours possible de trouver des solutions réalistes, négociées pour le développement du pays. Donc nous avons encouragé le président à continuer à faire des efforts pour trouver des formules réalistes, faisibles et dans la loi, dans la Constitution, pour surmonter les difficultés du moment, du parcours. De son côté, le président Macky Sall a réitéré l'engagement inébranlable du Sénégal à renforcer les acquis démocratiques et à garantir le bon déroulement des prochaines échéances électorales dans un esprit de paix et de transparence, conformément aux dispositions de la Constitution sénégalaise. Le Sénégal, ce pays frère qui connaît un peu quelques troubles, mais les choses rentreront dans l'ordre parce que nous savons la maturité du peuple sénégalais à la chose politique et surtout à la démocratie. Direction la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique tout-terrain, ici pas de coupure d'électricité, ici pas de coupure Internet, ici pas de coupure de tout. Nous sommes en Côte d'Ivoire, le pays dirigé par son Excellence le président Alassane Ouattara. Une personnalité politique de très haut vol, comme j'ai pour habitude de dire, qui parle peu, moins de discours, et surtout qui pose des actes, et des actes dont toute la planète s'en est rendue compte à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le développement vertigineux de la Côte d'Ivoire. C'est de ces Côtes d'Ivoire que nous allons parler, et surtout de l'agenda présidentiel. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience au palais présidentiel, au plateau, M. Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Une rencontre qui s'est tenue au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire le mercredi 21 février 2024, en présence du ministre directeur de cabinet présidentiel, M. Fidel Sarrasso, ainsi que du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. La caméra de notre reporter spécial, Ousmane Koulibaly, a entériné ces très belles images. Le reportage, Ousmane Koulibaly, Raoul Sankoué. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi 21 février 2024 au palais présidentiel du plateau à Abidjan avec M. Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. Au centre des débats, la coopération militaire de la France avec les pays africains qui jusqu'ici consistait dans une large mesure à la présence des bases militaires françaises en Afrique. Désormais, la coopération militaire française prendra une autre forme. Nous avons eu avec le président de la République un échange à la fois très, pour nous, très marquant. Le président
a pris le temps, bien sûr, de nous écouter, mais aussi de nous parler, de nous donner sa vision sur la fois son pays et l'environnement régional, hein, à la fois les perspectives, mais aussi les soucis, les problèmes auxquels forcément on est confronté. Nous avons, dans cet esprit bien sûr, et dans cet échange riche, eu l'occasion de saluer la qualité de la relation entre la France, et la France aussi comme partenaire européen avec les autres pays européens ici présents. Et c'est quand même une relation qui, y compris au niveau de l'engagement français, des investissements français, de nos entreprises, a fortement augmenté ces dernières années. Et le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Et nous avons évoqué les perspectives, hein, de ce partenariat en matière de sécurité, et qui sont dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Marie Bockel, envoyé spécial du président de la République française, a réaffirmé la nécessité de poursuivre les échanges et le dialogue avec les autorités ivoiriennes sur les enjeux militaires et sécuritaires pour aboutir à un accord sur un nouveau partenariat militaire et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Il est à noter que le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahim Ouattara, et le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, ont pris part à cet entretien. Après cette rencontre de l'envoyé spécial du président Macron en Côte d'Ivoire auprès de son homologue, son Excellence Alassane Ouattara, nous allons faire un tour du côté du Gabon, présidé par le général Oligui Nguema, chef de l'État, président de la transition gabonaise. Le président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, touche du doigt toutes les réalisations sociales de son pays. C'est une façon de faire qui est appréciée par les Gabonais ainsi que tous qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Reportage Teddy Ossé, Raoul Sankoué. Le bien-être des populations de la ville de Moanda et ses environs est une priorité de l'État gabonais. Les fruits du partenariat public-privé entre l'État gabonais, la Comilog et le groupe Eramet. La cité Mingounou a vu le jour. Cette cité est un lotissement entièrement réfectionné et viabilisé par la Comilog. Adduction d'eau potable, fourniture d'électricité destinée au relogement des populations de la zone de la gare ferroviaire de Moanda, non loin des usines du complexe industriel Moanda et du complexe métallurgique de la même ville. La cité Mingounou compte un peu plus de 2 km de voirie en pavé, 66 villas F3, ainsi que le premier orphelinat de la ville, avec une capacité de 50 pensionnaires, en plus des espaces de sport et de loisirs. Le président de transition, chef de l'État de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la remise symbolique des clés aux populations relogées, qui voient indiscutablement leur quotidien se transformer. La RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, est au cœur du modèle d'Eramet et au cœur du modèle de Comilog. Et nous sommes prêts à continuer à investir dans le manganèse, dans le transport, à investir aussi dans les communautés, dans l'avenir. Et nous sommes prêts à le faire en partenariat avec notre partenaire historique qui est l'État gabonais. Le chef de l'État de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a également visité l'usine 3L des pavés de Koanda, un projet structurant à fort impact social. Cette unité de production de pavés sert à revêtir les routes secondaires de la ville. Une réalisation communautaire et sociale qui contribue à lutter efficacement contre le chômage des jeunes. En plus, l'unité produit également des briques industrielles, des bordures ainsi que des cunettes. Je marque mon sentiment favorable quant à cette initiative jamais réalisée par le passé. Dans l'intérêt de la ville de Moanda, de l'ensemble du Haut-Ogooué, et de tous les Gabonaises et Gabonais, je souhaite longue vie
à la coopération entre le Gabon et le groupe Eramet. Pour ce que vous faites, pour l'emploi de nos jeunes et pour que la ville de Mwanda, comme me l'a dit le député Awassi, ville des oiseaux, ville de l'amour, retrouve son charme. Plusieurs projets financés par le fonds RSE ont également vu le jour grâce à la signature de l'Addendum ainsi que de la convention minière entre l'État du Gabon et la Comilang. Nous quittons le Gabon pour revenir en Côte d'Ivoire. Je parlais tantôt de cette 34e édition qui aura marqué toute la planète, 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous allons parler des prouesses d'un ministère, un ministère dont on parle peu. Mais grâce à ce ministère, les plus de 5000 médias internationaux qui ont pris d'assaut la Côte d'Ivoire n'ont eu aucun couac. À utiliser les réseaux sociaux, à utiliser Internet, la fibre optique et tout ce que cela comporte. Et le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation est quand même le ministère à citer et même à plébisciter. Et ce fut le cas pour toute la presse internationale de reconnaître les prouesses de ce ministère. Donc le premier responsable n'est autre que le ministre Khalil Ibrahim Konaté. Reportage Raoul Sankoué. Pas de couac au niveau du cyberespace ivoirien, malgré plus de 5000 médias accrédités à la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'ont vécu que de bons moments dans la pratique de leur métier. Une réussite dans cet autre domaine que les hommes des médias attribuent au ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, que dirige avec efficacité et sans tambour battant le ministre Khalil Ibrahim Konaté. Les cybernautes et adeptes des 23 pays, y compris les nationaux en Côte d'Ivoire, se sont régalés dans l'exercice de leurs fonctions, attestant tous la sécurisation du cyberespace ivoirien. On comprend aisément les sorties préparatoires à Yamoussoukro, en début janvier, du ministre Khalil Ibrahim Konaté en charge de la transition numérique et de la digitalisation. Ensuite, à la mi-janvier, sa visite stratégique à la direction de l'informatique et des traces technologiques, preuve de l'engagement du ministre Khalil Ibrahim Konaté envers la sécurité numérique de la Côte d'Ivoire. Cette visite aura permis au ministre de la Transition numérique et de la digitalisation de prendre le pouls de l'environnement de travail et à identifier les soutiens supplémentaires qu'il pourrait apporter au renforcement efficace opérationnel de la DIT. Le ministre Khalil Ibrahim Konaté a exprimé lors de cette visite stratégique son impression face à l'utilisation des technologies avancées telles que la vidéosurveillance, l'intelligence artificielle, le big data. C'est alors qu'il a témoigné son admiration à son collègue, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour son engagement à doter la DIT des moyens de pointe dans la lutte contre la cybercriminalité. Le ministre Khalil Ibrahim Konaté s'est engagé à soutenir les efforts de son collègue en charge de l'Intérieur et de la Sécurité face aux défis qui s'imposent au cyberespace ivoirien et à encourager la DIT et les entités concernées à maintenir la vigilance prônée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la sécurisation de la CAN 2023 qui fut une réussite reconnue par plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers la planète. Un record jamais égalé pour cette compétition, entraînant de facto une mention honorable à la cybersécurité nationale en Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 22 février 2024 une réunion du Conseil national de sécurité consacrée à la situation sécuritaire générale sur l'ensemble du territoire national et sur le bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale, le bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le communiqué du Conseil national de sécurité du jeudi 22 février 2024, ici donné par le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, M. Fidel Sarasoro. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 22 février 2024 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle
à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales ou pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce, au nombre de 51, est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogo Blé Bruno, M. Nyatoa Kate Paulin, M. Kassé Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamaraté Souleymane. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de 6 personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre chef du gouvernement afin de prendre des mesures immédiates pour l'érection, dans les plus brefs délais, des mémorials en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années. Il faut rappeler que le 13 février dernier, au palais de la présidence de la République à Abidjan, célébrant la victoire des éléphants en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, avait annoncé de prochaines mesures destinées à renforcer la cohésion nationale. Voilà. Quand un pays se porte bien, quand un pays a à la tête un homme aguerri aux préoccupations du modernisme, un homme aguerri aux préoccupations de son peuple, le président Alassane Ouattara ne pose que des actes reconnus par tous. Et c'est l'émancipation ou encore l'émergence de la Côte d'Ivoire qui se dessine comme ça au jour le jour pour le plaisir de tous les habitants de la Côte d'Ivoire et pour le plaisir de ceux qui décident de venir ou s'installer en Côte d'Ivoire ou encore de prendre des vacances. On se retrouve juste après la réclame où nous faisons un pan d'honneur à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après cette marque de confiance de cette université, l'UIL, l'Université internationale de Libreville, nous amène directement à faire un tour à côté du Gabon, c'est-à-dire au Cameroun, le pays que dirige le président Paul Biya. Dans ce Cameroun, rien de plus normal que de parler du bilinguisme et de dire voilà des futurs étudiants de l'université à côté, l'Université internationale de Libreville. Nous allons parler du bilinguisme parce que le Cameroun est un des pays d'Afrique où le bilinguisme est de facto imposé aux populations, à savoir le parler français et le parler anglais. Voilà comment est-ce que notre caméra, celle de Stéphane Négou, a traîné un tout petit peu à travers cette manifestation qui célébrait le bilinguisme dans ce pays d'Afrique centrale. Le reportage, Raoul Sankoué.
La cérémonie de clôture des festivités marquant la 22e édition de la Semaine nationale du bilinguisme a eu lieu ce 2 février 2024 à l'école maternelle et primaire bilingue Gateway, située à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Une cérémonie placée sous le haut patronage du gouverneur de la région du littoral, représenté par le secrétaire général des services du gouverneur, accompagné du délégué régional de l'éducation de base, du maire de la dite commune et de plusieurs autres personnalités. Après le mot de circonstance de la promotrice de Gateway Bilingual Nursery and Primary School, l'occasion a été donnée aux jeunes écoliers de meubler cette 22e édition de la Journée nationale du bilinguisme par des danses traditionnelles, des sketchs, des poèmes, des débats sur le rôle du digital dans la promotion du bilinguisme. Mais pas que. Les jeunes élèves venus des autres établissements scolaires se sont prêtés au jeu de la présentation d'un journal télévisé bilingue. Gateway Bilingual Nursery and Primary School Bonabéry today hosts the closing ceremony of the 22nd edition of bilingualism. La vie chère au Cameroun, le gouvernement conjugue les efforts pour subventionner les prix des produits alimentaires et pétroliers. En éducation, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre de l'éducation de base lancent un recrutement des instituteurs. En sport, la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 34e édition se joue en Côte d'Ivoire. 29 January at Government High School Dochem, in the presence of the regional delegate of secondary education, Madame Dengue Eboa, and the regional delegate of basic education, Monsieur Dieudonné Ivan. Adossé sous le thème bilinguisme, vecteur de digitalisation des enseignements pour la promotion des valeurs civiques et morales dans un Cameroun pacifique et émergent. Cette cérémonie de clôture des activités du bilinguisme a été l'occasion pour le gouverneur de la région du littoral de saluer les efforts des différents établissements scolaires œuvrant pour la promotion du bilinguisme. Comme vous l'avez constaté, nous sommes ici pour clôturer la semaine du bilinguisme dans notre région. Si vous voulez savoir pourquoi le gouvernement insiste, parce que ça fait partie de nos origines. Un Camerounais doit être en principe bilingue. Deuxièmement, c'est la très haute volonté du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a appelé de tous ses voeux que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et particulièrement dans notre région du littoral, doit être parfaitement bilingue. Donc c'est le lieu pour nous d'appeler, d'attirer l'attention surtout des enseignants et insister davantage sur le bilinguisme dans nos établissements. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour appeler les parents à commencer dès la fondation. Pour le délégué régional de l'éducation de base, cette journée a permis d'apercevoir les efforts des écoles maternelles et primaires à mettre en application les directives du chef de l'État afin que les jeunes qui feront le Cameroun de demain puissent parfaitement s'exprimer en français et en anglais. C'est donc à ce juste titre que les élèves et les enseignants s'exprimant parfaitement dans les deux langues nationales ont reçu des mains du représentant du gouverneur de la région du littoral des distinctions particulières. Des distinctions qui honorent la promotrice de Gateway Bilingual Nursery and Primary School de Bonabéry. We're in a bilingual country, that's why we're even celebrating today. We're celebrating bilingualism, and that's why today at Gateway, which is a bilingual school, we are closing the ceremony. It is important for us to celebrate this day because Cameroon is a bilingual country. We speak English and French in Cameroon, and so it is important for us, educationists, to teach our two cultural languages. Le chant de l'hymne au bilinguisme a donné le ton de fin de cette autre édition du bilinguisme qui invite les citoyens camerounais à mettre le digital à contribution dans la maîtrise parfaite des deux langues nationales, le français et l'anglais.
que ça fait plaisir de voir des enfants à ce bas âge s'exercer à notre profession, à la profession des journalistes, à la profession des communicants, à la profession de ceux qui doivent utiliser l'art oratoire, parler face à la caméra ou encore parler face au public. Cela nous amène à vous parler aujourd'hui d'un homme, d'un grand homme, d'un docteur. Il est spécialisé dans l'art oratoire, il est docteur en communication, expert en stratégie de communication politique. Il nous arrive d'un pays qui fait aussi la fierté du continent, à savoir le Sénégal, et c'est l'heure du grand format. Notre grand format est consacré à celui que j'appelle un frère, à celui que j'appelle simplement, je dirais, sans exagérer, un collègue. Quelqu'un qui aujourd'hui le verbe et surtout sait l'utiliser comme il le faut et là où il le faut. Il est juriste de formation et communicant, docteur en sciences politiques, expert en communication et leadership. Docteur Cheikh Omar Diallo est le fondateur de l'école EAO de Dakar, spécialisée dans l'art oratoire et le leadership. Il est auteur de plusieurs ouvrages, pour ne citer qu'un, La parole gouverne le monde. Ce traité de l'éloquence vous révèle les directeurs vous permettant de prendre la parole n'importe où, n'importe quand et devant n'importe qui. Vous verrez Dr Cheikh Omar Diallo dans un entretien réalisé à Dakar comment celui qui est appelé à juste titre le formateur des formateurs donne les clés et les outils pour une communication d'impact et d'influence. Tout de suite, direction Dakar pour rencontrer ce jeune brillant, éloquent et qui doit aujourd'hui devenir un repère pour nombreux jeunes qui aimeraient apprendre l'art oratoire, pour nombreux politiques qui n'ont pas la maîtrise de l'art oratoire. Bref, un Africain digne de ce nom dont les origines se trouvent au Sénégal. Docteur Cheikh Omar Diallo est notre invité dans le grand format. 3 coups de Kong, EAO. 1, 2, 3, parlez. Bienvenue, cher monsieur, vous êtes à l'école d'art oratoire et de leadership. Je vous écoute avec toute l'attention et à tympan total. Pourquoi écrire un livre sur la prise de parole en public? Et pourquoi avez-vous intitulé votre troisième ouvrage « La parole gouverne le monde » ? Parce que écrire, c'est une autre façon de continuer à prendre la parole en public. Aussi simple que cela. Et j'ai compris qu'il fallait condenser l'expérience de plus de 5000 orateurs, expérience pratico-pratique, à travers un livre qui s'appelle « La parole gouverne le monde ». Effectivement, la parole est un enjeu de société. Effectivement, la parole, la communication orale est une compétence technique fondamentale pour tout leader, tout manager, mais quelles que soient les sphères de la société. La parole est un tout, elle est en tout, elle est dans tout, elle est au commencement de tout, elle est à la fin de tout. Alors la parole gouverne le monde. Quand vous allez aux Nations Unies, ils ne sont pas en train de jouer au football comme les éléphants de Côte d'Ivoire, hein. Ils sont en train d'échanger, de discuter. Et donc, la première précision, c'est quoi? Il n'existe pas d'amour sans la parole. Il n'existe pas d'entreprise sans la parole. Il n'existe pas de dialogue sans la parole. La guerre finit toujours par la parole. La paix, c'est la parole. Comment expliquez-vous la toute première phrase de votre ouvrage, à savoir « Le bon orateur n'est pas seulement celui qui s'exprime bien, mais aussi celui qui s'exprime vrai ». Exact. Parce que nous sommes dans l'examen du réel. C'est ça la différence entre les beaux parleurs et les bons orateurs. On se méfie jamais assez du beau parleur. Or, le bon orateur, c'est celui qui a une parole performative. La parole est action ou rien. Ce n'est pas jongler avec les mots. Ce n'est pas tromper avec les mots. Ce n'est pas mentir avec les mots. C'est être soi-même. C'est être vrai. C'est être authentique. Tout le monde sait parler, mais tout le monde ne s'exprime pas bien. Et au-delà de cela, tout le monde ne s'exprime pas vrai. Le degré le plus élevé de la prise de parole, c'est être soi-même, c'est s'exprimer vrai, la bonne parole, la parole juste, la parole vraie. C'est cela également la différence entre la grande éloquence et la grande éloquence.
On ne se méfie jamais assez des beaux parleurs. Ici, dans notre institution, après avoir formé plus de 5000 orateurs, il y en a plus, nous mettons l'accent sur les bons orateurs, le bon et bel orateur. Et on se méfie vraiment du beau parleur qui est dans la corruption de la parole. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait un risque, parce que quand nous avons créé cette école, au début on disait, mais il a du cran, quel culot formidable. Dans un pays de parlotte où tous les Sénégalais savent parler, Dr Diallo nous amène l'école d'art orateur de leadership. Mais non, il s'agit surtout pas de cela. Il s'agit de la parole en entreprise. Les techniques de présentation. Un projet mal expliqué est un projet mort, excusez-moi. Or, le bon présentateur ne peut pas sauver une mauvaise présentation. La mauvaise présentation ne peut pas sauver une bonne présentation. Il faut à la fois une bonne présentation, un bon présentateur. Et ça répond à des normes, à des outils, à des techniques. Scindé en 3 grandes parties, notamment de l'acte 1 à l'acte 3, vous abordez dans la première grande partie par les 10 règles d'or. Qu'est-ce qu'il en est dans la pratique? Il s'agit d'abord de la première figure oratoire. Le secret le mieux gardé de tous les bons orateurs, c'est la préparation. Il faut tailler indéfiniment son crayon pour bien dessiner. Et c'est pareil, celui qui oublie de se préparer doit se préparer à se faire oublier. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, celui qui a vécu la pire crise constitutionnelle, morale et militaire lors de la guerre de sécession, a sorti une phrase extraordinaire. Si j'ai 5 heures pour couper un arbre, j'en prendrai 4 pour aiguiser ma lame. C'est pareil dans la prise de parole. Il faut vraiment se préparer, commence fort, finit fort. Le début, le milieu de discours, la fin. Même improviser ne s'improvise pas. La parole peut être à la fois une arme nucléaire, elle peut être aussi une munition, elle peut être également un bouquet de fleurs. La parole est d'ailleurs la seule arme utilisable en entreprise pour convaincre, persuader, dissuader, impulser, diriger et opérer de profonds changements. Mais nous l'utilisons quelquefois mal, quelquefois de façon rudimentaire et approximative. Prendre la parole en public, c'est totalement différent de s'exprimer en famille ou en bilatéral ou au téléphone. Ça demande un ensemble de techniques et d'outils que nous appelons la prise de parole en public. Docteur, qu'est-ce que vous entendez par cette première règle qui dit « Ton attaque et ta chute, tu mémoriseras ». Il faut, dans la prise de parole, commencer fort et finir fort. Il faut surtout éviter de faire ce que Jean-Jacques Rousseau, qui était amoureux de Madame de Warrens quand il était à fleur d'âge, quand il avait 15-16 ans, et donc Madame de Warrens était plus âgée que lui. Alors, comment il faisait? Il commençait à parler sans savoir ce qu'il va dire, et il finissait de parler sans savoir ce qu'il a dit. C'est pour ça que dans l'art oratoire, la première petite phrase est la plus importante. Bien commencer son discours, c'est avoir confiance en soi, c'est déjà préparer les esprits à vous écouter, et bien terminer, c'est tout aussi important, parce que c'est le moment où vous pouvez complètement implémenter ce mot que j'aime pas beaucoup, vous pouvez loger et verrouiller votre discours. Donc les 2 moments les plus forts, c'est le début du discours où l'auditoire peut décider de façon subjective d'aimer votre voix, votre regard, votre look, votre rhétorique du vêtement ou pas du tout. Donc c'est très important de savoir par où vais-je commencer, par où vais-je terminer. Comment expliquez-vous la deuxième règle d'or, à savoir « Ton discours, toujours tu répéteras ». Parce que la répétition est le secret le mieux gardé de tous les bons orateurs. Il faut répéter son discours. Dans ce livre, j'explique comment Abdoulaye Wade, Macky Sall, Barack Obama, Alassane Ouattara, Thomas Sankara préparent leur discours. Il faut tailler son crayon de façon efficace pour bien dessiner. Et celui qui oublie de se préparer doit se préparer à se faire oublier. Même improviser ne s'improvise pas.
la préparation du discours, déjà ça vous fait baisser le stress, le trac, et ensuite ça vous permet d'être dans la maîtrise. Prendre la parole est la chose la plus difficile au monde. Après la peur de mourir, la peur de prendre la parole. Donc, elle est très difficile. C'est pour cela que l'excès de confiance et le doute sont les deux ennemis qui paralysent la prise de parole en public. En 3 ou en 4 points, ton discours tiendra. Il s'agit de structurer son discours. Vous savez, le Pep Guardiola de la prise de parole en public, l'inventeur même de cette science de façon calibrée, s'appelait Aristote. Il a inventé le lithos, le logos et le pathos. Lithos, c'est la qualité de la personne qui parle. Qui es-tu, camarade, toi qui parles? Ça, c'est réglé. Je parle parce que je suis expert en droit, en sciences politiques, en communication. Exemple. Après, il y a le logos. Le logos, c'est la logique, la crédibilité, la structure du discours. Vous voyez, ce n'est pas le fil conducteur qu'il faut perdre. C'est le fil conducteur qu'il faut garder. Alors, dit autrement, ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais le fil. Le fil conducteur, c'est cela le logos. Et enfin, il y a le troisième point qui est le pathos. Le pathos, c'est l'émotion, la prosodie, l'intonation que vous mettez dans le discours. Et vous savez, l'émotion, c'est pas simplement les pleurs, le rire, c'est la force des sentiments et des couleurs que vous pouvez mettre dans chaque phrase et dans chaque mot. Et c'est pour cela qu'on vous dit également que l'émotion est le virus le plus rapide au monde. Alors il faut structurer son discours en 2, 3, 4 points, parce que comme disent les Grecs, qui savaient tout ou presque tout, à 4 commence l'infini. Si vous dites, je voudrais articuler mon discours sur 3 points. Je voudrais axer mon intervention sur 4 points. Déjà, vous êtes discipliné, vous structurez et organisez vos idées. Mais si vous dites, Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec votre permission, je voudrais raconter l'épopée des lions en 7 points. Le président Ouattara, qui est bourré d'humour, il va dire, Monsieur Plou, vous avez 17 points, vous en avez que 5 déjà. Vous êtes fatigué de marquer des buts, vous avez mélangé les pinceaux. C'est pour cela qu'il faut structurer sa pensée, 2, 3, 4 points maximum. Des temps de silence, souvent, tu marqueras. Chers éléphants, lors du premier match, vous nous avez fait honte. Chers éléphants, lors du dernier match, vous nous avez fait honneur. Les derniers étaient les premiers. Vous voyez, j'ai observé des moments de silence, ça a tout changé. En revanche, si je n'observe pas de silence, un ministre qui exécute, ordonne, comme c'est le cas en ce moment au Sénégal, la libération des prisonniers politiques. Libérer, pas ennemi. Vous voyez ce que ça fait? Il faut le libérer, c'est pas un ennemi. Libérez pas, ennemi. Ne le libérez pas, c'est un ennemi. Si vous n'arrivez pas à observer des temps de silence, celui qui doit exécuter cet ordre-là est dans une confusion. Si vous n'êtes pas dans la clarté de la définition de vos propos, la virgule est donc un mot qui change tout. Napoléon, il disait « tuer, pas ami ». Quand je dis « tuer », pause, pas ami, je viens de tuer 1000 personnes. Mais quand je dis « tuez pas, ami », je viens de sauver 1000 personnes. Alors, c'est pour cela que la prise de parole a un double moteur, c'est le silence et la respiration. Le silence, imposer son silence dans le discours, c'est tout imposer, c'est s'imposer tout simplement. Les gens ont peur du silence dans la prise de parole. Attention, il y a une différence entre le silence d'hésitation et le silence d'autorité. Le silence d'hésitation, c'est n'est-ce pas? Donc, le silence d'autorité, c'est volontairement s'arrêter de parler quelques secondes, comme c'est le cas. Dans les yeux, tu regarderas le public. Oui, parce que ça s'appelle prise de parole en public.
Dans la prise de parole en public, le regard, c'est le pouvoir. Vous ne les regarderez pas, qu'ils vont commencer à vous ignorer. Le fil conducteur entre l'auditoire, entre le public et vous, c'est le regard. Le regard exprime ce que les mots ne peuvent faire. La puissance du regard. Il y a des regards fertiles, conquérants, futiles, hésitants, faux, louches, clairs, conquérants, démocratiques. Tout cela, on mesure la force de votre conviction à travers le regard. Si vous baissez les yeux quand vous prenez la parole en public, ce n'est plus une prise de parole en public, c'est avec soi-même. Donc, il y a des fautes de regard qu'on appelle les regards manqués. Le regard unidirectionnel qui cherche par exemple une seule direction, le regard qui cherche l'approbation de son patron, le regard par le haut, je regarde le bout de mes chaussures, ou le regard le plafond, ce sont des actes manqués. Lorsqu'on prend la parole en public, et il y a autant de regards que de personnes présentes dans la salle. Donc vous devez distribuer votre regard, soit de droite à gauche, au milieu, ou ainsi de suite, le regard qu'on appelle circulaire, le regard démocratique, ainsi de suite. Techniquement, en formation, je peux insister là-dessus. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'éviter le regard. Évidemment, en famille, devant les autorités coutumières religieuses, on demande de ne pas regarder son vis-à-vis en face. Mais jamais on vous a dit que lorsque vous prendrez la parole devant vos camarades, vos collègues pour convaincre qu'il ne faut pas les regarder. Mais le regard, il exprime, il supprime, il sublime, il imprime, il réprime, il déprime. Le regard et le silence sont les deux moteurs de la prise de parole. Ce sont les deux maîtres étalons de la réussite d'une prise de parole. Ton texte, tu articuleras et déclameras. Parce qu'en général, il y a une différence entre lire son discours et prononcer son discours. Vous voyez, quand on prononce un discours, on passe plus de temps à interagir avec le public, donc 60% interaction du regard et le reste peut-être son support. C'est pour ça qu'il y a une différence entre lire son discours et prononcer son discours. Comment le sait-on? Lorsque une autorité supérieure, politique, religieuse, économique commence ses premiers mots en ayant les yeux fixés sur son support, on sait qu'il est venu pour lire un discours. En revanche, lorsqu'il interagit avec le public, on sait qu'il est dans la prononciation de son discours. Alors il faut articuler, parce que articuler, c'est sculpter la langue. La parole est un sport de combat. La parole est un art musculaire. La preuve, vous avez 17 muscles sur la langue. Et c'est pour cela qu'il faut articuler. Articuler, c'est l'effort supplémentaire qu'on fait pour être à la disposition d'écoute totale de l'autre. Ce n'est pas une fantaisie d'articuler. L'articulation fait appel aux consonnes, la prononciation fait appel aux voyelles. Le tout, c'est la diction. Si vous parlez les langues latines, le français, l'anglais, ce sont des langues qui demandent des efforts de prononciation, contrairement aux langues africaines. Vous voyez, c'est pour cela que quand vous parlez leur langue, il faut bien le faire. L'articulation, déjà, ça participe à l'audibilité et à l'intelligence du discours. Naturel, tu seras en restant toi-même. C'est ça l'authenticité. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Et donc 7 milliards d'individualités. Il faut rester soi-même. Et c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas authentique tout de suite, on le sait. Même si c'est la première fois qu'on vous découvre, ce monsieur, il ne dit pas la vérité. Il y a un 6e sens qui vous le commande. Rester soi-même, c'est à la fois suivre les bons exemples, mais en même temps, ne pas faire ce pourquoi on est, ce dans quoi nous ne sommes pas à l'aise. La bonne posture, toujours, tu adopteras. La posture, c'est parce que c'est le corps qui fait vivre le langage. Vous voyez, la posture, la verticalité, debout. Là, je suis debout dans ma prise de parole. Ça commande un ancrage au sol, les épaules qui tombent juste et le regard. Ça s'appelle la posture d'excellence ou la verticalité. C'est stratégique dans la prise de parole. Il y a également la posture assise. Il y a une manière de s'asseoir
cette posture d'excellence pousse les autres à vous voir, à vous entendre, à vous écouter et à vous comprendre. La prise de parole, comme disent les Grecs, le kéros, c'est d'abord être vu, ensuite être entendu et après être compris. Donc, c'est la science du maintien. L'élégance dans les petites choses, c'est la grâce. Mais dans les grandes choses, c'est de la noblesse. Et ça s'appelle la posture d'excellence. Alors quand vous voyez la différence entre quelqu'un qui vous tue, qui est cassé comme ça devant une prise de parole, et le mec qui ressort toute sa stature, sa splendeur, sa verticalité, son excellence. Et c'est cela le message silencieux. Dans ce livre, j'explique le message silencieux, très fort par ailleurs, de M. Patrice Talon. Le message silencieux, c'est le plus fort de tous les bruits. C'est le plus fort de tous les discours. Ton corps et ton esprit, tu impliqueras. La communication non verbale ou la synergologie, qui est la science du corps dans la prise de parole, est redoutablement efficace parce que quelquefois vous emportez l'addition sans rien dire. C'est d'ailleurs le début du charisme. Ton sujet, enfin, toujours, tu maîtriseras. Possède ton sujet et les mots viendront après. Il faut posséder son sujet. Il faut maîtriser son sujet. Sinon, on ne peut pas être éloquent si on n'a rien à dire. Impossible. Et enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui sont des gens réservés et timides, sachez que Montesquieu était le plus grand timide au monde. Le plus grand fléau de ma vie, c'est la timidité, disait Montesquieu. Montesquieu, professeur de sciences politiques, le précurseur de la pensée sociologique, celui qui a dit que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, le pouvoir rend fou. J'ai envie d'ajouter, c'est pour ça que les fous ne rendent jamais le pouvoir. Alors plus sérieusement, Montesquieu, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, bon, les capitaines des 3 pays, hein, le général Tiani, le capitaine Ibrahima Traoré et le colonel Assimi Goïta, Macky Sall, Ousmane Sonko, Vladimir Poutine, Sadio Mané, sont des gens qui sont réservés. Comme quoi, les timides et les réservés gouvernent le monde. La timidité et la réserve vient d'abord d'un tempérament personnel inné, ou alors une sorte d'éducation trop stricte, ou des parents surprotecteurs. Et donc, en général, chez ces personnes réservées et timides, la prise de parole, quel supplice. Et ils développent plus de stress et de trac que les autres. Mais lorsqu'ils arrivent à avoir les techniques, à posséder les 10 règles d'or, ils peuvent prendre la parole n'importe où, n'importe quand et devant n'importe qui. Et mon dernier mot, en matière d'éloquence et de leadership, il n'y a pas de destin tout tracé. À force de travail, les uns et les autres peuvent arriver au même niveau. Tout en vous remerciant d'avoir suivi ce programme, n'oubliez pas toutes les rediffusions de ce programme hebdomadaire sur vos médias. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. N'oubliez pas de suivre vos rediffusions sur vos différents médias et sur www.cnntv.ci. Je suis Consti Eka, au revoir.